Eh bien, bonjour Lionel. Bonjour Philippe. Voilà, donc nous voici rendus à notre rendez-vous périodique. Oui. Et c'est déjà le 7e volet. Mhm. Bon, ce 7e volet, comme tous les autres, il va porter sur ce qui nous importe, en un mot, l'inconscient. Oui, c'est la découverte fondamentale que j'ai faite, qui est l'inconscient, le Dieu laïque. Voilà, et le sujet aujourd'hui, c'est l'inconscient, le Dieu laïque et sa politique. Et sa politique. Alors peut-être que dans un premier temps, déjà, une définition de ce que l'on entend par la politique. Ben, la politique, c'est tout simplement l'art de gouverner et de prévoir. D'accord. Donc ces deux termes, nous les aborderons sans doute à un moment ou à un autre durant notre allocution. Tout à fait. Comment s'exprime l'inconscient lorsqu'on en parle de sa politique? Ben, comment s'exprime la politique de l'inconscient? Il faut remonter à l'origine, c'est-à-dire que nous venons d'être unicellulaires immortels à l'origine, qui forment eux-mêmes une propre société. Et donc il faut s'en inspirer grandement et faire en sorte d'être au plus proche de nos origines par rapport à la société des êtres unicellulaires immortels. D'accord. Différence avec donc le pluricellulaire? Pluricellulaire, ce qui s'est passé, c'est que ces cellules-là, il y a une évolution dans une partie d'elles-mêmes, il y a eu beaucoup de nourriture. Et donc, du fait qu'il y a eu beaucoup de nourriture, et bien à ce moment-là, il y a deux cellules qui ont dû se fusionner pour en faire donc une troisième. Et nous sommes devenus donc des êtres complexes, des êtres multicellulaires, et qui fait que nous sommes devenus donc d'être unicellulaires à être multicellulaires, très compliqué, puisque lors de l'évolution du monde vivant, eh bien nous sommes devenus ce que nous sommes actuellement. C'est pour ça que nous sommes devenus mortels, parce que le fait qu'on soit mortel, c'est parce que nous sommes des êtres multicellulaires. D'accord. Qu'est-ce qui caractérise principalement la politique de l'inconscient? Ce qui caractérise la politique de l'inconscient, c'est le mouvement. C'est-à-dire? Et c'est le mouvement et la survivance de l'espèce. D'accord, donc vas-y, décris-nous. C'est-à-dire que les êtres, comme nous sommes issus des êtres unicellulaires immortels, ils sont toujours en mouvement, toujours en quête de nourriture. Nous, à l'origine, c'était la même chose. D'ailleurs, c'est toujours la même chose. Nous sommes toujours en quête de nourriture. Voilà. Et donc, le mouvement, pourquoi? Parce que nous étions des êtres nomades et nous étions obligés de chercher dans les forêts toute notre nourriture en permanence, que ce soit la chasse, que ce soit la cueillette ou la pêche. Donc là, en étroite relation avec la nature. Complètement. Okay. Et la politique de l'inconscient, c'était la survivance de l'espèce. Ça l'est toujours. Et la pérennité. Et c'est toujours, nous sommes toujours dans la politique de l'inconscient, la politique originelle. D'accord. Donc reviens là sur ces mots, survivance, survie. La survivance, parce que la nature, comme pour tout être vivant sur Terre, va produire de l'alimentation qui nous est propre à l'homme, tel que nous sommes, et en fonction de cette nourriture, eh bien, soit la nature peut être à profusion, soit peut justement ne pas donner la quantité de nourriture suffisante, et à ce moment-là, c'est une régulation de l'espèce humaine, en fait, puisqu'on mourait de faim, parce qu'il y avait de grandes famines, ou on mourait de maladies, il y avait des virus. Ou alors quand il y avait beaucoup de nourriture, eh bien, ça permettait à notre espèce de se développer de manière importante. Oui. Voilà. Et quel lien là avec l'inconscient? Mais à partir du moment où le lien est l'inconscient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme est proche de la nature, il est proche de son inconscient. Dès qu'il ne détruit pas la nature, dès qu'il vit en autarcie totale avec elle, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de plus que ce que lui donne la nature. Donc il est en lien direct. Il est en lien direct, et à ce moment-là, il doit lui-même ne pas tuer trop d'éléments naturels, d'animaux, ou trop cueillir ou trop pêcher, parce qu'il va mettre en cause sa propre espèce et sa propre humanité et disparaître de la Terre. Donc en fait, il est plutôt dans l'ici et maintenant. Oui. Il n'y a pas de distance très marquée ou il n'y a pas de distance du tout entre une forme de réflexion, de pensée par rapport à
à sa vie au quotidien? Est-ce qu'on peut dire ça? Absolument. L'inconscient n'a pas de pensée hégémonique, de pouvoir, du matérialisme, etc. Et lui, sa politique n'est fondée uniquement que sur la survivance de l'espèce. Entendu. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui caractérise encore, entre autres, donc, la politique de l'inconscient? La politique de l'inconscient, ça c'est pour la survivance. Oui. Pour les rapports entre les êtres, eux, c'est surtout l'égalité. L'égalité totale, puisque l'inconscient, comme on l'a dit lors des différentes émissions, c'est un estomac et des intestins. C'est un cerveau que nous avons tous, et les inconscients, donc un estomac et des intestins, nous sommes tous égaux devant pour respirer de l'air, pour boire de l'eau et manger de la nourriture. Donc, voilà. Aucune disparité encore à ce moment-là de ton discours en termes de différence de possession matérielle, etc. Tout à fait, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont égaux entre eux, les enfants ou les vieilles personnes sont égaux entre eux, il n'y a aucune différenciation entre les êtres à l'origine, puisque tout était fait pour la communauté. Donc les liens entre eux étaient extrêmement étroits et permettait justement la pérennité et la survivance de l'espèce. Et c'est cette politique de l'inconscient que nous avons gardée jusqu'à ce jour, sauf qu'à ce jour, le conscient est en train de détruire notre inconscient, est en train de détruire notre nature. Puisque l'inconscient et nature, c'est la même chose. C'est-à-dire, on ne peut pas dissocier l'inconscient de la nature, il y a une interpénétration directe, puisque c'est la nature qui a fabriqué l'inconscient. Donc, tant que l'homme, historiquement, s'est trouvé dans une situation de nomadisme, c'est ça. Il est donc dans une situation communautaire, de partage. C'est ça. Il est en lien direct avec la nature et ses ressources. Voilà. Et donc, à cette période de l'histoire de l'humanité, tu penses toi que notre inconscient était beaucoup plus prégnant, beaucoup plus présent pour chaque individu. C'est bien ça? Oui, pendant extrêmement longtemps, parce que le problème de la digestion dans nos sociétés était très important, parce qu'on ne pouvait pas manger n'importe quoi. Quand on dit un terme, par exemple, comment ça va? Au Moyen-Âge, je disais comment ça va par exemple. Comment ça va, c'est comment ça va ton intestin. C'était une permanence. Pourquoi? Parce qu'on savait que, en fonction de ce qu'on mangeait, de ce qu'on buvait, eh bien, on pouvait mourir par intoxication ou par maladie par rapport à ce qu'on ingérait. Donc, on avait une conscience pendant très longtemps, jusqu'au Moyen-Âge, etc., du fait que la digestion et le ventre avaient une importance colossale dans toutes nos sociétés, et même jusqu'à actuellement dans la société primitive ou semi-primitive, dite primitive entre guillemets, parce que pour moi c'est eux qui ont la vérité, ils sont proches de leur inconscient, et ça leur a permis de comprendre que l'estomac et les intestins est un élément fondamental de l'être humain. Et là, peut-être que certains de nos auditeurs pourraient s'en offusquer en disant, mais alors nous ne serions qu'un ventre? Absolument, nous sommes qu'un ventre. D'ailleurs, on est une société où la bouffe, où le bien manger, et je dis la bouffe parce que actuellement c'est plutôt de la bouffe que de bien manger, est extrêmement important, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ce que tu ingères influe sur ton humeur. On a fait des développements dans l'inconscient et son alimentation, l'inconscient et sa médecine, où là on a fait une corrélation directe entre ce que tu ingères et ce que tu es. Comme disait Hippocrate, tu es ce que tu manges. Tout à fait. Mais alors, quid par rapport à une évolution spirituelle de l'être humain par rapport à ça? Justement, lorsque nous étions des nomades et des peuples primitifs, nous étions très proches de nos inconscients, parce que les peuples se gouvernaient par les rêves. Le rêve, c'est le langage de l'inconscient. Ils avaient compris très tôt que l'inconscient était très prégnant dans leur société. Et au niveau de la spiritualité, ils ont fait une projection par la suite de leur inconscient sur les arbres, sur tout être naturel sur lequel ils donnaient des propriétés, que ce soit des animaux, que ce soit comme les Égyptiens par exemple, qui déifiaient des animaux. Ou l'animisme, etc. Et ce qui fait que ils ont projeté pour justement faire un dialogue en fait avec leur propre inconscient, mais par l'intermédiaire de divinités en fait. Voilà, ça c'est le conscient qui a construit ça. Mais à l'origine des temps, avant que le conscient puisse faire cela, on n'avait pas besoin de divinité.
puisque la seule chose dont on avait besoin, c'est chercher la nourriture pour survivre. Et d'ailleurs, c'est tout. La divinité, Lionel, c'était l'inconscient, c'était le Dieu, il était là. C'est tout à fait cela. Mais sauf que l'être humain, ne pouvant pas le localiser ailleurs que les intestins, il devait le voir, parce que l'être humain, au niveau du regard, il y a une très grande importance, le regard, au niveau de la reconnaissance d'un être humain, d'une part, ou d'un être qui est imagé comme une image ou une sculpture ou un totem qui peut représenter une divinité. L'être humain est obligé d'avoir une représentation extérieure pour pouvoir prendre appui sur le plan spirituel. C'est ce qu'il a fait à l'origine. Quand tu évoques ça, est-ce que tu penses par exemple à des notions comme la totémisation, le totem, etc. C'est ça, totem, c'est ça, tout à fait. C'est pour ça que lorsque l'inconscient peut être étudié d'une manière plus prégnante, c'est au niveau du bouddhisme, par exemple, la méditation. Chercher l'être éveillé qui est en soi, en fin de compte. Et là, à partir de ce moment-là, on retombe vers l'inconscient en quête de l'inconscient. C'est pour ça que le bouddhisme est une religion qui est la plus proche de la pensée de l'inconscient. Tout à fait. Donc on a vu des termes importants, survie, nomadisme, le mouvement, la survie, l'égalité entre les êtres humains. La politique de l'inconscient également n'a pas de frontières. Oui. Pas de frontières. Donc il n'y a pas de maître, il n'y a pas de chef, il y a simplement les sages, tout simplement, qui vont aider dans l'humanité qui est proche de l'inconscient. On va chercher le sage, celui qui est proche de ses intuitions, qui va le faire le moins d'erreurs possible. Tu vois, donc la politique de l'inconscient, c'est ça. D'ailleurs, quand on parle du sage, il y a le chaman. Il y a le chaman, l'homme médecine. L'homme médecine, celui qui est capable de converser avec d'autres dimensions, et en tous les cas, toujours dans une perspective d'apporter du bien aux individus qui composent sa communauté. Quand on dit du bien, d'ailleurs, souvent, le chaman, il était interpellé lorsqu'il y avait une maladie, une souffrance, etc. Tout à fait. C'est pour ça que la politique de l'inconscient est une politique humaniste et mondialiste, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire il n'y a pas de territoire qui est acquis à quelques-uns. La seule notion de la politique de l'inconscient, c'est qu'il faut que le territoire dans lequel il se trouve puisse le nourrir. C'est ça. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est que le conscient a fabriqué des concepts très complexes, qui fait qu'on s'est multiplié à l'infini. Mais on est actuellement dans une aberration totale, puisqu'on est en train de consommer tout ce que peut produire la nature au niveau des matières fossiles, au niveau des cultures, etc. En transformant les cultures, on est en train de modifier complètement la nature. Et en fin de compte, on va vers notre propre autodestruction. De fait, parce qu'à un moment donné, il va y avoir des immenses famines qui peuvent se créer. Ça a déjà existé, la famine en Asie du Sud-Est, lorsqu'il y a eu la spéculation sur le riz ou la spéculation sur le blé, etc. Où on a transformé les cultures qui étaient autarciques au niveau des peuples, les vivrières qui permettaient aux gens de vivre, et on a fait des cultures de type industriel, ce qui a été une catastrophe. Donc on est en train le conscient de fabriquer des richesses dont on n'en a pas besoin, parce que il y a une blague qui disait que dans ce qu'on mange, par exemple, il y a un tiers qui sert à nous nourrir, un autre tiers qui sert à nourrir la médecine et les régimes minceurs, et le troisième tiers qui nourrit les salles de gym. Donc ce qui veut dire qu'on consomme déjà 30% de trop par rapport à nos apports réels. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, l'inconscient, il semblerait qu'il soit hostile à la transformation des éléments naturels. Oui, l'inconscient ne consomme aucun produit transformé, on l'a dit très bien dans l'inconscient et son alimentation. L'inconscient ne peut ingérer aucun produit transformé. Et en fin de compte, la diététique de l'inconscient, la politique qu'il ferait, c'est une nourriture non transformée qui serait principalement crudivore. Si l'on poursuit dans ton évocation de l'absence de territoire, on peut peut-être parler aussi des langues ou du langage. Il n'y a pas besoin
il n'y a pas forcément de disparité en termes de langue. Ben, disons que l'inconscient comprend tous les langages, puisque en hypnose par exemple, lorsque je parle en français à un Américain qui ne parle pas français, ça fonctionne très bien. Je fais une hypnose à un Turc, ça fonctionne très bien. Je fais une hypnose à un Chinois ou un Japonais qui ne comprend même pas ce que je raconte, ça fonctionne bien. Parce que l'inconscient a une particularité, c'est qu'il comprend toutes les langues. Voilà. Parce qu'à l'origine des temps, nous parlions tous le même langage. C'est pour cela que je voulais revenir là-dessus. Nous parlions tous le même langage, et les linguistes avaient découvert que le doigt, papa et maman étaient des mots qui étaient très couramment usités dans l'ensemble des pays où ça se prononçait peu ou prou de la même façon. Il semblerait qu'il y ait une langue originelle. Il y a des langues originales, oui. Il y a certains auteurs qui ont défendu cette thèse. Progressivement, le conscient nous éloigne de l'inconscient. Oui, bien sûr, ça on l'a déjà dit plusieurs fois. Le conscient nous éloigne de l'inconscient. Il complique de plus en plus ces processus et ces procédés. Tu m'as évoqué que dans des mairies en France, il y avait des processus et des procédures qui étaient d'une complexité énorme, que ce soit au niveau de la mairie, au niveau de l'agencement de la cité, au niveau des entreprises, au niveau de la gouvernance, au niveau des employés, au niveau des DRH, comment faire en sorte que on augmente les processus et les procédures de la même façon pour sectoriser, compliquer, donner des grades. Tu m'as parlé de la stratification, que le conscient est fabriqué des strates, des grades, des pouvoirs, des mini-pouvoirs, des sous-pouvoirs, etc., qui compliquent encore la vie, qui fait que l'être humain se perd dans ce méandre, ce labyrinthe de processus et de procédures, et la politique de l'inconscient, la première chose qu'il ferait, c'est d'enlever tout cela pour retourner à la simplicité originelle, c'est-à-dire une organisation simple, sans qu'il y ait aucun chef ni quoi que ce soit, parce que nous sommes tous égaux entre nous. En fait, c'est cela. Progressivement, si l'on oppose deux termes génériques tels que nature et culture, oui. Progressivement, les êtres humains se sont organisés en société, en cité, etc. Nous en reparlerons d'ailleurs tout à l'heure d'une autre manière. Tout à fait. Progressivement, donc, des couches culturelles se sont construites, c'est ça. Des réglementations, c'est ça. Des lois, c'est ça. Des procédures, des processus, etc., qui n'ont fait que compliquer notre vie au quotidien. Là, on rejoint une de tes thèses fondamentales qui est de surtout ne pas s'égarer dans la complexité, de revenir toujours à la simplicité. Or, ça n'a pas été le cas. Oui. Le conscient, au fil des millénaires et des siècles, et on s'en rend bien compte encore aujourd'hui, nous égare et nous épuise d'ailleurs. Et nous épuise. Psychologiquement, physiologiquement, épuise les réserves naturelles de la nature et est en train de nous rendre complètement inféodés par rapport aux procédures, aux processus, à une société qui est dans le calcul, etc., où on est dans le système du profit. À partir du moment où on tombe dans la matérialité et dans le profit, on est dans le mort de l'être humain. Voilà, on est en train de mourir de trop. On le sait, on ne cesse de parler de matérialité, ou matérialisme, on en parlera. Il est vrai que tant que le conscient est à ce point sollicité, chaque individu a peu de temps au quotidien pour faire cette tentative de rapprochement vers son inconscient. Alors oui et non, puisque sociologiquement, les gens travaillent de moins en moins, il y a de plus en plus de chômage, on va vers la réduction du temps de travail, puisque actuellement il y a des politiques qui sont contre les 35 heures, c'est une aberration, puisqu'en Allemagne ils sont aux 32 heures. Donc ce qui veut dire qu'on va travailler de moins en moins, et les gens vont avoir la capacité de pouvoir s'occuper d'eux de plus en plus. Mais est-ce que leur esprit et leur conscient n'est pas happé par l'inquiétude, par la peur? Est-ce qu'il n'est pas piégé par cela? Alors justement, le problème de la survivance de l'espèce, c'est que comme notre société est fondée sur l'argent, et que pour l'inconscient l'argent n'existe pas, c'est ça qu'il faut comprendre, l'argent n'existe pas, eh bien le conscient va construire une forme de pensée empoisonnée, qui fait que la personne va tomber soit en schizophrénie, soit en névrose, soit en psychose,
Et les maladies mentales vont augmenter de plus en plus dans une société matérialiste. Parce que justement, si l'être humain ne se retourne pas vers la méditation par rapport à lui-même, on ne développe pas une culture de la méditation ou de la spiritualité, on va au-devant de maladies extrêmement graves au niveau auto-immun, au niveau psychologique et au niveau organique. Et oui, parce que là, l'inconscient, lui, il réagit. Alors justement, l'inconscient est en train de punir notre conscient. Voilà, on a eu des textes du Proverbe de Salomon qui expliquaient que le juste va être sauvé, mais que tout ce qui est dans le matériel va être perdu. Voilà, ça a été déjà dit 70 ans avant Jésus-Christ par Salomon. Ça a été dit également par des Grecs, ça a été dit par des grands philosophes. Bon, nous le savons. Malheureusement, le problème c'est que la publicité, tout ce qui est produit par notre société de type capitaliste aujourd'hui fait des écrans de fumée, ce qui empêche les gens de voir. En fait, oui, boursoufle, absorbe, noie. Tout à fait. L'être humain. Noie les intuitions de l'être humain. C'est-à-dire qu'on est dans la politique de la pulsion et du désir, mais pas dans la pulsion du besoin et de la survie. Parce que si effectivement on réfléchissait par exemple qu'est-ce qu'on a besoin dans une maison, on a besoin d'une table, d'une chaise, d'un matelas et d'un coin de feu. C'est tout ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'être dans des murs? Non, on peut faire exactement la même chose dans la nature. Donc l'habitat tel que nous le concevons actuellement est une aberration pour la politique de l'inconscient. Et d'autre part, l'être humain ne vit pas dans la région qu'il doit être. Parce que même être habillé est une aberration pour l'inconscient. On doit être dans la nature, on doit être nu, sans habit. À ce moment-là, on n'a pas besoin de vêtements ni de chaussures dans la nature. Et on devrait vivre plus sous les tropiques, puisqu'on vient des tropiques, n'est-ce pas? On vient d'Afrique, nous sommes tous des Africains. On devrait tous revenir en Afrique, en fait, compte. Lionel, est-ce que tu imagines que pour un certain nombre d'auditeurs, là, ils sont prêts à se lever, à ne plus t'écouter, puisque ils vont penser que tu préconises la régression? Ce n'est pas une régression. Nous sommes en régression, la façon dont nous vivons, nous sommes en régression. Parce qu'on n'est pas dans l'élévation de l'homme par l'homme, on est dans la régression de l'homme par l'homme. C'est-à-dire que l'inconscient fait en sorte que c'était l'humain, l'homme, qui était au cœur de la société, et non pas la société au cœur de l'humain. Et actuellement, on veut en sorte que ce soit la société qui va imposer à l'humain son mode de vie, sachant que la société est un concept du conscient qui n'existe pas dans la nature. Le mot société n'existe pas dans la nature. Tu vois, c'est une aberration totale. Donc on n'a pas besoin de société. Chaque être humain est une société à lui tout seul. Chaque être humain a son pouvoir. On a développé déjà le pouvoir de l'inconscient, le pouvoir de chaque être humain de dire oui, le pouvoir de chaque être humain de dire non. C'est une question de volonté politique. Chaque être humain est sa cité. Tout à fait. Mais il faut savoir que les naturistes, par exemple, vivent sans vêtements. Et alors donc ça existe, on ne va pas les contraindre. Il y a des gens qui vivent dans des yurts ou qui sont nomades, etc. Il y a notamment, on appelle ça les gitans qui sont dans des caravanes, etc. qui sont nomades. Bon là c'est peut-être une exagération parce que bon, ils tombent dans le matérialisme, c'est une autre problématique. Mais tout peuple qui est en nomadisation est un peuple vivant. D'ailleurs on se renomadise de plus en plus puisque le camping se développe. Et les camping-cars entre guillemets se développent parce que les anciens maintenant ils nomadisent et ils prennent des petits camions, ils vont partout, on les trouve partout dans tous les coins. Donc on se rend bien compte que de renomadiser le peuple, ça fait mettre un peuple en mouvement. Mais un peuple qui est sédentaire, c'est un peuple qui est mort. D'ailleurs au XIe siècle, il y a une tribu, les Ilaliens, avait dit au sultan, parce que les Ilaliens c'était des grands nomades qui sont partis d'est en ouest, puisqu'ils ont colonisé toute l'Afrique du Nord, les Ilaliens. Et donc, ce qui se passe, ils ont dit au sultan: oh, toi, sultan, qui est derrière tes murs en train de te pervertir, tu deviens une femme avec tes femmes, prends garde à toi, quand on va arriver, on va brûler la maison et on va t'enlever tes femmes. C'est ce qu'ils firent. Voilà. C'est-à-dire que, à partir du moment où une société, où l'être humain est entre quatre murs, il se pervertit. C'est-à-dire, il perd
il perd son intuition, il perd ses qualités, il perd sa force vitale en fin de compte, qui est la créativité et qui est être dans son art. Être dans son art. Et quand la politique de l'inconscient, c'est que chaque être humain soit dans son art, ne soit pas en souffrance. C'est que chaque être humain, quand il travaille, quand il fait une œuvre, quoi que ce soit, et quand il travaille par exemple, il soit dans son art. Et quand on sait qu'à 90 à 95% des gens actuellement souffrent de leur travail, parce qu'ils ne sont pas dans leur art. Ils sont en dehors de leur inconscient. Et la politique de l'inconscient, c'est de leur dire soyez dans votre art. Alors là, en t'écoutant, tu me fais penser au mot sens, la perte de sens et la perte d'essence en quelques instants. Donc les sens s'atrophient. Voilà, on va le dire. Et puis également, dans ta dernière phrase, j'étais en train de réfléchir, je me disais, mais il y a aussi une perte de sens pour nombre de personnes qui se demandent vraiment à quoi ça sert, quelle est la finalité de tout ça, quoi. Voilà. Au-delà de ça, donc revenons sur les effets nocifs de cette construction au fil des siècles du conscient. On est bien d'accord que petit à petit sont venus se superposer des procédures, des règles, des lois, etc. Qui ont donc perverti, entre guillemets, déjà l'être humain. Mais il y a aussi un autre élément dont tu m'avais fait part à un certain moment, c'est que ça permet, le fait que ce soit plus compliqué, permet à des gens compliqués, voire malades, de s'y vautrer et de s'y repaître. C'est-à-dire que plus l'on complique une société, et plus le malin ou le mal intentionné est à l'aise. Bien sûr. Mais on le voit dans notre société actuellement en France. Bien sûr. Au niveau de nos élites, on voit ce qui se passe, ils se vautrent carrément dans la luxure. Voilà, bon, il y a une personne en toilette, je ne sais pas, et ça se vautre complètement dans la luxure. En plus, ils sont défendus par des clans, et etc., ce qui est une totale aberration. Et là, on voit très bien la perversion du conscient. Si on serait une société qui serait autarcique, qui serait en harmonie avec la nature, ces événements qu'on a vécu à New York ou quoi que ce soit, au Sofitel ou quoi que ce soit, n'auraient pas existé du tout. N'aurait pas existé du tout. Et au niveau de ce genre de situation dans la nature aurait réglé le problème rapidement, puisqu'il n'y aurait pas eu de problème. Ce type de problème, par exemple, qu'il y a eu à New York, ne se serait pas produit, par exemple, parce que comme on est très proche de la nature, si un homme aurait eu un besoin sexuel de quelque nature que ce soit, la nature aurait pourvu par une femme, etc., qui aurait fait ce qu'il faut pour arrêter ce genre d'acte. Dès le départ. Mais en plus de cela, l'éducation qu'aurait reçue ce type de personnes aurait été telle qu'il aurait été dans l'incapacité de reproduire cela. C'est parce que c'est ça, ou sa religion, ou sa philosophie, ou sa sociologie, etc., qu'il a tellement perverti qu'il est tombé dans une sorte de libido qui était exacerbé, au niveau naturel, ça s'explique. Et la politique de l'inconscient l'aurait arrêté d'une manière naturelle et il ne se serait rien produit. Voilà. À supposer que finalement il y a une forme de culpabilité le concernant, mais en tous les cas peu importe. Non mais qu'importe, c'est pas c'est l'aspect générique. Ce que je veux dire, c'est que l'inconscient résolut le problème naturel, c'est-à-dire que si il aurait été éduqué dans la nature d'une manière normale, il n'aurait jamais eu cette forme de pensée. La perversité dans laquelle l'homme se trouve ne se serait pas déclenchée. En tous les cas, pour te rejoindre, effectivement, nous assistons à une multiplicité de maladies. Et d'êtres humains touchés par la maladie. Parmi les plus importantes, il y a celle de la paranoïa. Nous sommes dans un monde gouverné par la paranoïa, alors soit à dessein ou soit involontairement, mais disons que la paranoïa est développée pour la politique de l'inconscience, si voilà la société telle que, c'est que c'est voulu, la paranoïa est développée par les élites pour gouverner les peuples par la peur. Il semblerait. Mais ça c'est très connu. Bon, après, est-ce que on parle du grand complot ou quoi que ce soit, complot, pas complot, en tout cas, ce sont des personnes intelligentes qui vont établir des plans, notamment au niveau de la France, pour stresser les gens de telle façon, puisqu'on en amène même des formations dans lesquelles, notamment, je ne sais pas dans quelle société, si c'était à Orange, où
il y avait des managers, enfin, des coachs qui disaient aux cadres comment harceler ou faire en sorte de diminuer une personne de telle façon qu'elle puisse soit se suicider ou alors à tout du moins démissionner, puisqu'une démission coûte moins cher qu'un licenciement. Et donc là, c'est un plan qui a été voulu par le dirigeant d'Orange. Mais ça, d'autres sociétés le font. Donc l'inconscient à ce niveau-là, il interdirait ce genre de processus. Parce que les Américains l'ont très bien compris. Il faut comprendre que les Américains ont dépassé ce stade d'harcèlement et de violence envers les salariés, puisque au contraire, aux États-Unis, on fait en sorte que chaque salarié soit plus proche de la nature, puisqu'il y a des plantes dans leur bureau, ils peuvent venir à vélo, on offre des capacités, notamment Apple, notamment. Où, on est plutôt dans la Silicon Valley, dans ta description. Silicon Valley, etc. Mais même dans le côté Est, etc. Où on met un cadre agréable avec des photos, etc. pour permettre aux personnes de travailler dans de très bonnes conditions et être dans leur art le plus possible, parce qu'une personne qui est dans son art ne tombe pas malade. Et en France, le nombre d'arrêts de travail qu'il y a, c'est invraisemblable. Si on voudrait faire couler la sécu, on ne s'y prenait pas autrement. Donc, il y a une volonté politique au niveau de managérat et au niveau du coaching d'entreprise de faire en sorte d'asservir et de soumettre les personnes en termes d'esclaves. Mais parce que là, on tombe dans une forme d'esclavage. C'est un esclavage moderne. C'est un esclavage qui est moderne. Et à ce moment-là, la politique de l'inconscient arrêterait ça sine die, bien sûr. Très bien. Ce que je te propose, Lionel, c'est que nous comparions la politique de l'inconscient par rapport à quelques grands modèles de société qui ont pu se présenter ici ou là dans l'histoire des êtres humains. Alors ce que je te propose, tu vas m'évoquer ces sociétés et je te donnerai la solution de l'inconscient pour chaque société. Écoute, très volontiers. Ce serait, écoute, allez. On va faire comme ça. Voilà, on peut s'amuser comme ça. Alors, bien évidemment, là je m'adresse aux auditeurs, nous n'avons pas la prétention de balayer toutes les idéologies ou tous les systèmes politiques qui ont pu se présenter. Nous allons en aborder quelques-uns. Historiquement, que dirais-tu si l'on abordait la civilisation des chasseurs-cueilleurs ? Oui. Que dire alors par rapport à ça ? Que dire que la civilisation des chasseurs-cueilleurs, la politique de l'inconscient, l'inconscient serait très content de cette politique parce que ce serait en fait la politique fondamentale de l'inconscient, c'est-à-dire l'autarcie, le respect total de la nature, l'autosuffisance alimentaire, et ça permettrait une bonne pérennisation de l'espèce et permettrait à ce que les peuples ne seraient pas malades ni handicapés, puisque dans ce genre de peuples, seuls les plus robustes, les plus résistants pouvaient suivre la tribu, si tu veux. Et à ce moment-là, la sélection naturelle faisait son effet, et la politique de l'inconscient était très content parce que ça faisait un peuple jeune et dynamique, donc pas malade. Ensuite, que dirais-tu si l'on envisageait les premières cités, c'est au moment du sédentarisme, donc on va dire globalement à 4000 avant Jésus-Christ, où là les premiers regroupements, les premières cités commencent à se construire, où commence à se développer une forme d'organisation, l'écrit, on passe du mode oral au mode écrit, et où l'on a la plupart du temps des chefs de tribus, voire des rois, les premiers rois. Donc on va parler peut-être de la royauté. Donc là, que dire ? Que dire que l'inconscient ne serait pas content du tout, parce qu'il y a un roi. Non, il ne serait pas content, parce que la politique de l'inconscient étant l'égalité entre les êtres, il n'y a pas de notion de roi. Il y a une notion de sage, mais pas de notion de roi. Mais peut-être que dans un premier temps, il y a eu des sages dans un premier temps. Il y a eu dans un premier temps, il y a eu des sages qui étaient dans la lignée proche de la nature. Il faut les respecter, les fondamentaux de la nature, la autarcie, pas gaspiller l'eau, pas gaspiller la nourriture, faire attention, etc. Et donc, ils étaient proches des divinités qu'ils avaient établies. Alors, polythéistes au départ, après monothéistes dans le futur. Mais au départ, c'était polythéiste, et ils vivaient très sainement, ils vivaient simplement en fin de compte, dans la survivance également, toujours dans le même problème de la survivance. Donc c'était des peuples qui étaient proches de la nature, mais
qui ont commencé par la suite à établir des pouvoirs ou de la possession, et c'est là où commence la matérialité, et c'est là où commence le danger pour l'homme en fait. Ah oui, les premiers pouvoirs qui commencent à se à être différenciés. Alors, il y a le pouvoir religieux, le pouvoir guerrier, le pouvoir tout à fait, et en plus dans la royauté il y a un mensonge fondamental. Parce que le roi était d'essence divine, voilà. Et le problème, c'est que tout le monde est d'essence divine, puisque, comme je vous ai dit, que le concept de Dieu, c'est l'inconscient de l'homme, nous sommes tous des dieux. Donc il n'y avait pas de hiérarchie entre un roi et son valet ou ses esclaves. Alors là, comme l'inconscient, nous sommes tous égaux entre nous, on tombe déjà dans une première aberration, qui est l'échelle des valeurs par rapport aux êtres. C'est ça, donc. Alors, un lignage divin qui, par la suite, est devenu un lignage plutôt de familial, enfin génétique, l'héritier. L'héritier. Hein, voilà, l'héritier. c'est ça. Ouais. Alors là, l'inconscient, il dit c'est encore plus une aberration. Là. Ah, pourquoi ? Mais parce que comme nous sommes tous égaux entre nous, on n'est pas représentant de Dieu sur terre parce que nous sommes tous des dieux. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de roi, il n'y a pas de népotisme à faire, il n'y a pas d'hérédité à transmettre la gêne que l'autre il va devenir un roi parce qu'il est né de roi. Nous sommes tous des rois. Donc il n'y a pas d'être supérieur. Il n'y a aucun être supérieur. Mais par le jeu de l'avoir et l'avoir supérieur, c'est-à-dire la possession, je possède plus que toi, etc. C'est ça. À ce moment-là, on va s'appuyer sur cette notion d'avoir, cette différenciation d'avoir. Oui, et en plus non seulement c'est le matériel, mais sur le plan spirituel, ils ont compliqué les prêtres, parce que c'était caché. Les cultes qu'ils avaient sacrés, c'était des cultes qui étaient faits uniquement par les nobles, qui avaient la connaissance. Eux seuls connaissaient la connaissance des dieux. Et donc ils ont mis ça dans un coffre-fort entre guillemets spirituel, et eux ils étaient détenteurs des clés. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rois qui ont été renversés, parce que en se disant détenteurs des dieux lorsqu'il y avait une famine ou quoi que ce soit, les peuples est renversé. Et oui. Ça s'est vu en Chine, ça s'est vu du temps des Mayas, ça s'est vu dans beaucoup de peuples qui se révoltaient en disant, vous disiez au nom des dieux, il y a la pluie, il y a l'abondance, etc. Et là, il n'y a pas de pluie, il y a la chose, vous êtes un menteur, donc on vous massacre. Donc il y avait des justices quand même qui étaient faites par les peuples. Il y avait des prises de conscience. Il y avait des prises de conscience. Et des révolutions, enfin. Voilà, donc au départ, si tu veux, les peuples ont été soumis parce que c'était le plus fort qui gagnait. D'accord. Et ensuite, il y a eu un transfert entre la force et l'intelligence, où le conscient a développé des stratégies pour pouvoir soumettre et contrôler les peuples. Alors, entre les deux, régulièrement, on place la notion de richesse. Enfin, il y a certains auteurs qui ont placé, en termes de pouvoir, la force pendant très longtemps, la richesse après, et maintenant le savoir et la connaissance, on en reparlera. Le savoir et la connaissance. Absolument. Tout à fait. Alors ensuite, que dirais-tu d'un moment assez important aussi, que dirais-tu des modèles politiques proposés par les Grecs ? Donc le forum, la démocratie, enfin le fait que les habitants puissent s'exprimer sur la place publique, que dire là Il y a une forme d'égalité ou pseudo-égalité entre les citoyens, parce qu'il y a eu des écoles à l'intérieur chez les Grecs. Et il y en a certains qui étaient favorables à ce que je viens de dire, mais d'autres qui disaient que c'était une aberration que de penser cela. À partir du moment où tu n'as pas de connaissances. Exactement. Exactement. Oui. Et donc ils ont développé plusieurs théories au niveau des diverses démocraties, et pour savoir laquelle était la meilleure pour le peuple par rapport à ça. Disons que le fait de donner la parole à tout un chacun est extrêmement positif pour une démocratie, parce que comme nous sommes tous égaux, chacun a droit à la parole. Donc à ce moment-là, ce qu'ont fait les Grecs est tout à fait novateur, parce que c'était participatif. C'était assez démocratique quelque part. Mais à partir du moment où ils étaient sédentaires, c'était pas encore suffisant. Parce qu'ils avaient perdu leur forme de nomadisme par là. Et après, est-ce que ça peut tourner à la masturbation philosophique ? Ça c'est un thème que l'on peut développer, parce que à partir du moment où ce qu'ils évoquent se rapproche de la politique de l'inconscient, dans le mouvement, dans la survivance et dans l'égalité, ça va très bien. Mais si à partir du moment où ils font des différences d'une chose par rapport aux autres, etc., parce qu'il y a eu des sacrées guerres et sacrées luttes du pouvoir à ce niveau-là, bien sûr. Et si on donne le peuple pour qu'il y ait que quelques-uns qui aient le pouvoir, c'est une pseudo-démocratie. Mais ça permet
mais disons que c'est un moindre mal. Mais le mal commence déjà à se faire à ce niveau-là, à se pérenniser. Oui. On va le voir après du temps des Romains. Enfin, je vais te laisser développer par rapport à ça. Très bien. Mais tu me faisais juste penser, avant qu'on qu'on parle des Romains, aux sophistes, qui est une vraie justement perversion du conscient. On voit bien là, je n'ai pas forcément raison, mais je vais tout faire par des arguties pour te convaincre de ma position. Je sais que je peux te mentir. Donc on voit là que le langage est peut-être un langage menteur. Je ne dis pas que tous les sophistes étaient des menteurs, mais dans tous les cas, on voit bien que c'était un art qui était déployé et qui pouvait conduire. Disons que le sophisme, c'était qu'on prenait la vérité, on y ajoutait un raisonnement faux, et en fait, c'était un mensonge. Donc, en fin de compte, c'était l'autorisation de pouvoir te mentir. Et là, on voit que, ne serait-ce qu'à cette époque-là, au travers de ce que nous sommes en train de nous dire, le conscient a pris le pas sur l'inconscient. Absolument, c'est là où le conscient va développer des idées que sur tout le point, sur le point de vue urbanisme, sur le point de vue sociétal, sur le point de vue religieux, etc. Ça va se compliquer de plus en plus au niveau des textes, au niveau des prophètes, tu vas voir, ça va se compliquer de plus en plus. Où là, on va s'écarter de plus en plus de l'inconscient, de la politique de l'inconscient qui est tout dans la simplicité, et là on entre dans l'ère de la complexité. Oui. Et du mensonge. On y est de plus en plus. Et on y est de plus en plus, oui. Rome ne va, entre autres, à ce moment de l'histoire, ne va faire que perpétuer cela. Oui. En tous les cas, organisation, structuration, on est de plus en plus dans du matérialisme. Hein. Même si les Romains ont été soucieux et même très intéressés par les philosophies qui avaient été développées par les Grecs, entre autres, mais en tous les cas, on est plutôt dans ce souci d'une organisation politique, structuration, formalisation, etc. Ça a été l'une de leurs grandes forces. Mais l'une de leurs grandes forces, puis également on voit très bien la manipulation, puisque il y a eu Jésus-Christ qui est venu, il y a les chrétiens, et quand ils ont vu que la religion chrétienne s'est développée énormément en Italie, le pouvoir politique, quand il a vu ça, est devenu également chrétien, mais par calcul politique. C'est uniquement un calcul politicien pour pouvoir gouverner. Et ensuite, ils se sont servis de la religion, pareil pour les pharaons, pour les rois, etc. Je suis d'essence divine, etc. Et au nom de Dieu, je gouverne, parce qu'il y avait la relation entre la religion et l'État. Bien sûr. La chrétienté, c'est religion d'État, d'ailleurs. Pendant longtemps, il y a eu religion d'État. Et donc, à partir de cette perversion, ils ont pu manipuler les masses et les permettre de les contraindre en disant Dieu l'a voulu. Ce qui est quand même un sophisme fabuleux, puisque nous sommes tous des dieux, que l'inconscient, etc. Dieu l'a voulu. Si l'inconscient avait voulu, tu ne serais pas chef, tu ne serais même pas chef d'État, tu ne serais pas empereur romain, tu ne serais rien, tu serais ni plus ni moins que toi, moi, la même chose. Notre alter ego. Notre alter ego, tout à fait. Alors là, si tu le veux bien, à loisir, par rapport à différentes idéologies qui ont pu se présenter dans ces 2 derniers millénaires, oui. Socialisme, communisme, etc. Je te laisse déambuler à loisir par rapport à ces principales idéologies. Oui, que dirait l'inconscient ? L'inconscient dirait qu'il y a une augmentation dans la perversité, dans la maladie mentale, dans la paranoïa, dans la schizophrénie, et que plus on évolue dans le temps, plus l'être humain régresse au niveau spirituel et est en train de se perdre complètement. Voilà. Et donc il va arriver une chose, c'est que le conscient va être bien sûr ruiné parce qu'il n'y a plus de sous. Là on est dans un crack incommensurable, ça va être hallucinant. Donc l'argent n'existe pas, mais on nous invente que l'argent a une entité et fait en sorte que ça nous fait vivre, ce qui est une aberration totale. On n'a pas besoin de vivre avec de l'argent. On peut faire une société avec du troc. Une société de troc enlève l'argent en 2 secondes, c'est pas un problème. Mais on y va de plus en plus dans le troc. Alors, revenons quand même à ces idéologies. On socialise disons que au niveau du capitalisme, l'inconscient, il voterait contre déjà. Il abolirait le capitalisme très rapidement pour revenir à l'écologie. L'écologie primitive, c'est-à-dire autarcique, la nomadisation des peuples, et ensuite on ferait en sorte que si chaque être humain peut arrêter le capitalisme de manière très facile. Il suffit simplement de ne pas consommer.
Voilà, si chaque être humain ne consomme pas d'essence, ne consomme pas des voitures, ne consomme pas des produits dont il n'a pas besoin, etc., on peut arrêter le capitalisme extrêmement rapidement. Voilà. De toute façon, il va s'arrêter du fait qu'il n'y aura plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Donc déjà, le capitalisme va disparaître de fait, et on va être dans ce qu'on appelle une politique de décroissance qui va rejoindre la politique de l'inconscient. Donc déjà, c'est très bien ce qui arrive, hein, donc la crise, bravo, les riches ils vont être ruinés, c'est très bien, on va tous redevenir pauvres, on va se rehumaniser. On va se remettre en communauté dans le futur. Donc là, ce qui arrive, c'est une très bonne chose. Au niveau du socialisme... Certains pourraient penser, diraient, c'est le chaos, monsieur, ça va être le chaos, monsieur. Ce n'est pas le chaos, il y aura, de toute façon, il y a eu 1929, on a survécu à 1929, on a survécu à 2008, on survivra au World Trade Center. Il y a toujours eu des catastrophes partout dans le monde. Quand on voit par exemple ce qui s'est passé au Japon, au niveau du tsunami, des tremblements de terre à Kobe, etc., c'est une catastrophe. Mais c'est un peuple qui est toujours debout. Donc l'instinct de survie étant toujours là, il n'y a pas de problème. Tant que l'être humain est en survie, il risque rien. Hein, tant qu'il est sur le mode de la survie, il risque rien. Dès qu'il n'est plus en mode de survie, il est en danger. Je t'ai coupé, Lionel, tu voulais nous parler du socialisme. Le socialisme, oui, le socialisme est né également pour faire le pendant au capitalisme. Et donc là, ça a été pour l'égalité entre les sexes, c'est pour l'égalité au niveau du travail, c'est pour la répartition des richesses, c'est pour que tout le monde puisse retrouver un peu l'inconscient, la politique de l'inconscient d'origine, pour que tout être humain, tout ouvrier et employé puisse avoir droit au loisir, puisse avoir, parce que ça c'est très important, hein, le droit au loisir, parce qu'on ne travaillait pas, hein, comme disait Coluche, on travaillait à mi-temps, 12 heures par jour, et 12 heures, on travaillait 12 heures par jour. Mais quand ça, monsieur, quand ça? Quand on travaille 12 heures par jour? Oui, oui. Ah ben c'est de l'ère industrielle. Auparavant, quand on était des esclaves, on travaillait jour et nuit pour le maître. Le capitalisme, après, nous faisait travailler jour et nuit, hein, même les enfants travaillaient jour et nuit, etc. Et les femmes travaillaient, etc. Donc le socialisme a voulu remettre bon ordre en disant qu'il y avait des exagérations, et il fallait réglementer tout cela et répartir des richesses pour permettre aux gens de vivre, en fin de compte, notamment au niveau des employés et des ouvriers. Toutefois, ce mode ne s'est pas vraiment imposé, enfin, même s'il est... même s'il est débattu, enfin... Ah non, mais il existe, les sociétés socialistes ont existé en Suède et tout, en France. Bien sûr, mais que dirait l'inconscient par rapport à ce... Mais disons que le socialisme tel qu'on l'entend aujourd'hui est toujours fondé sur la croissance et le matérialisme. Donc déjà là, l'inconscient ça serait contre les socialistes de fait, dans un sens où ils ne vont pas assez loin dans leur démarche égalitaire pour que l'être humain puisse s'élever lui-même par lui-même. Hein, Jean Jaurès était un très grand visionnaire qui avait parfaitement expliqué la nocivité de l'état financier, hein, qui était un état dans l'état, qui avait sa propre caisse noire et qui était en cheville avec les gouvernants, hein, au détriment du peuple. Et on voit que l'état dans l'état, l'état financier, est en train de passer par-dessus les démocraties, puisque l'état financier impose aux démocraties des plans de rigueur dont il n'en a pas besoin, puisque c'est pas au peuple à payer les financiers, c'est leur problème. Et en plus de ça, c'est pas leur argent, c'est notre argent. Donc les gens peuvent, comme politique, ne jamais mettre aucun argent dans une banque. Chaque être humain peut être complice de la société dans laquelle il se trouve. À partir du moment où on donne un pouvoir à quelqu'un, la personne va être complice de la société. Mais comme les pouvoirs sont en train d'être perdus par tout le monde va perdre le pouvoir, de toute façon, on va redevenir comme à l'origine dans la politique de l'inconscient. Bon, c'est une question de temps, et cette prise de conscience-là qu'il faut donner comme information pour permettre aux gens de pouvoir se défendre demain. Parce que s'ils restent dans la société dans laquelle ils se trouvent, ils se suicident. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides ou d'assassinats, ou se tuent entre eux, enfin bref, ils ne supportent pas la vie dans laquelle on est, parce que l'être humain a besoin notamment de reconnaissance. Et à partir du moment où l'être humain ne se reconnaît pas dans une société capitaliste ou socialiste, il se suicide ou il s'en va, si tu veux. Et donc c'est la mort de l'homme, en fait, de l'homme par l'homme, en fait. Tu vois ? Mais chaque être humain a sa propre responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il est coupable d'une chose. Il est complice d'une chose. Il est co-responsable. Il est co-responsable. Donc par sa façon de fonctionner ou de consommer, il peut changer la société. C'est lui qui a tous les pouvoirs. La société n'a aucun pouvoir, n'existe pas, c'est une entité.
Et l'inconscient a un pouvoir qui est immense, un pouvoir intuitif qui permet aux gens de leur permettre de se sortir de ce type de société, par exemple capitaliste, socialiste, communiste également, puisqu'en fait de compte c'est sous un vernis de démocratie, puisque là on parle de dictature du prolétariat, hein, donc c'est pas la dictature d'un roi ou d'un patron, c'est la dictature de l'ouvrier et de l'employé sur une société. Alors on passe du dictature de quelques individus noirs à une dictature rouge. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, c'est comme je dis souvent, le nazisme est l'enfant naturel du capitalisme et le communisme est l'enfant naturel du socialisme. C'est-à-dire ni l'un ni l'autre, ce sont des sociétés qui sont donc tous dans le matérialiste. Hein, et qui perdent l'homme. Et donc la politique de l'inconscience, c'est d'abolir ces sociétés-là pour faire une société égalitaire, donc primitive. Matérialisme construit grâce aux usines à gaz du conscient. D'ailleurs, usine à gaz, j'ai presque envie de dire à gaz nocif. Hein. À gaz pas simplement nocif, usine à gaz en termes d'image, tout à fait. Mais même nocif. Tout à fait. À gaz dans ses émanations. Dans ses émanations. Alors, il y a un régime dont on parle peu, mais qui a existé à un certain moment, mais l'anarchie alors. Si on prend le contre-pied. Le contre-pied de l'anarchie, l'anarchie par définition n'est pas l'anarchie. Ah. Mais oui. Alors. Parce que dans tout désordre, il y a un ordre. Ah. Et l'anarchie avait un ordre. Voilà. Et donc là, c'était la maxime de l'anarchie, c'est ni Dieu ni maître. Oui. Eh ben, c'est tout à fait la politique de l'inconscient. Mais l'anarchie telle que définie par les capitalistes, c'est pas l'anarchie, c'est la démocratie de l'inconscient. Mais l'anarchie, la véritable anarchie, c'est le capitalisme. Parce que les capitalistes ont dit que c'est des anarchistes. Pourquoi ? Parce que ça rejoint la psychanalyse. Tout propos infondé ne se rapporte qu'à la personne le dit ou le pense. Si un capitaliste traite quelqu'un d'anarchiste, c'est lui-même l'anarchie. C'est lui-même qui a créé l'anarchie dans les consciences humaines. C'est lui qui a fait perdre l'inconscient au conscient. C'est le capitalisme qui a fait perdre le conscient par rapport à l'inconscient. Il a perdu le conscient de l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'anarchie, la véritable anarchie, c'est le capitalisme. Hein, la pseudo-anarchie, c'est le socialisme, et le communisme qui est une anarchie, si tu veux, par moitié. D'accord? Voilà. Mais ça, c'est la vraie anarchie. Mais la vraie démocratie, c'est l'anarchie telle que voulaient combattre les socialistes ou les capitalistes ou les petits bourgeois de l'époque. C'était de très grandes démocrates. C'était l'une des plus grandes démocraties qu'elle puisse se faire. Parce que dans leur émanation, ils se disaient, il y avait les anarchies pacifistes, changer la société mais sans violence, et ceux qui étaient violents. Eh bien, paradoxalement, ceux qui étaient violents n'ont pas forcément tort. Parce que les bombes que les capitalistes nous mettent dans notre tête chaque jour, c'est pire que les anarchistes. C'est du fascisme à l'état absolu. Et en tous les cas, c'est peut-être, plus puissant finalement que toute action purement physique. Tout à fait. Oui. Tout à fait. La violence d'une société américaine, dans la mondialisation qu'ils ont imposée au peuple arabe, qui se révolte, où il y a eu des peuples aux intégrés se sont vengés en disant c'est pas une société que l'on veut. En même temps, ils ont tort parce qu'ils sont religieux, ils sont intégrés, etc. Mais en valeur absolue, ils ont raison. Mais ils ont tort dans la façon dont ils le font. Il vaut mieux qu'ils mettent une bombe au niveau psychologique. Tout à fait. Plutôt qu'une bombe physique. Et je pense que la bombe métaphysique ou la bombe spirituelle qui va faire la déflagration à ce niveau-là, c'est la politique de l'inconscient. Oui. Il nous reste encore quelques minutes, mais j'aurais bien envie de terminer sur cette conclusion. Oui, je pense qu'on peut terminer sur cette conclusion qui est que la politique de l'inconscient, si tout un chacun l'amène à bon escient, va transformer la société sans bombe physique, c'est une bombe spirituelle, et par la méditation, par l'hypnose, par l'élévation de l'être par l'élévation de l'homme par l'homme, eh bien on met l'homme au cœur de la société et en fin de compte on reviendra à nos origines. Et de plus à souligner que pour toute personne qui s'oriente sur cette voie, très vite elle en ressent des bienfaits, donc elle voit bien que ça n'est pas nocif, pour reprendre un terme qu'on a utilisé, mais bien au contraire apaisant, élevant, nourrissant. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai fait un CD qui est fantastique, qui s'appelle Renaissance. Renaissance, c'est-à-dire que c'est une forme
mutation de l'être par l'être, c'est-à-dire ça permet à l'être humain de s'élever spirituellement. Et l'avantage de cette dernière découverte, Renaissance CD d'hypnose, ce dernier concept que j'ai fait, l'avantage c'est que les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens, la connaissance, qui ne sont pas intellectuels, qui n'ont pas eu la chance de lire ou d'écrire, etc., eh bien grâce à mes travaux vont pouvoir rejoindre la politique de l'inconscient dans le futur. Et là par contre c'est une révolution et c'est une vraie bombe spirituelle. Alors du coup je pensais que nous avions en fait réalisé notre conclusion, mais je t'en propose une petite deuxième par rapport à ce que tu viens de dire. Oui. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et bien voilà. Dans le sens où en fait toute personne qui est dans la simplicité a beaucoup plus de faculté, d'aisance à joindre son inconscient. Voilà. Et à l'encontre, toutes les personnes qui sont chargées d'un fatras de connaissances souvent inutiles, tout à fait. Qui sont donc oui, lourdement chargées dans une pesanteur de connaissances et d'intellect débridé, et bien peuvent également se reconnecter avec l'inconscient, mais c'est un travail un petit peu plus... Ben disons qu'ils auront un travail à faire de méditation ou de recherche qui sera plus long que les autres. Oui, il faudra d'abord se décharger d'un fardeau inutile. Inutile, et c'est un travail qui se mérite. Ah. La politique d'inconscient est un travail qui se mérite. Mon cher Lionel, c'était encore un plaisir. J'espère que ça l'a été également pour vous. Et puis rendez-vous au prochain volet. Merci beaucoup Lionel. Au prochain volet, et merci Philippe, et à bientôt. Ok, à bientôt. Au revoir. Au revoir.